Premier thème, la décroissance inéluctable. Soutenir l'idée que la décroissance n'est pas une idéologie, ni une philosophie, ni encore moins une religion, mais que c'est une réalité prochaine, une évolution inéluctable, quoi qu'on fasse, liée à la simple application des lois de la physique dont la société industrielle a cru pouvoir s'affranchir. Évolution, dont la première phase est sans doute déjà amorcée, mais qui n'est pas encore visible à l'œil nu. La date de survenue de la phase visible, de cette évolution inéluctable, dépendant d'un certain nombre de facteurs incontrôlables et de ce fait ne pouvant pas être fixés avec précision. Je m'efforcerai de démontrer, chiffres à l'appui, que le système de la croissance est proche d'un état de banqueroute généralisé, c'est-à-dire d'une rupture fatale. Et j'exposerai inlassablement les raisons qui conduisent à considérer que la question qui se pose à nous n'est pas de savoir si nous sommes pour ou contre la décroissance, mais bien plutôt de savoir comment nous allons pouvoir nous adapter au déclin inéluctable de notre système industriel, tout en évitant l'effondrement. Deuxième thème, la critique de la croissance. J'expliquerai que la société de la croissance conduit à l'échec dans pratiquement tous les domaines, notamment dans le domaine de l'application des lois de la physique, mais également dans les domaines comptables, financiers, sanitaires, alimentaires, culturels, sociaux, politiques. De ce point de vue, cette critique s'entend comme je veux être un diagnostic réel porté sur une société souffrant d'une maladie incurable, la croissance. Autre élément qui revêt une importance fondamentale, cette critique se voudra objective et non pas subjective. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, cela veut dire que je ne développerai pas certains types d'arguments anti-croissance, du genre par exemple, je n'aime pas la croissance parce que je désire un autre monde, je n'aime pas la croissance parce que la croissance dégrade notre vie sociale, je n'aime pas la croissance parce que le monde de la croissance est absurde anthropologiquement, parce qu'il est indécent socialement, parce qu'il est irresponsable écologiquement. Argument que l'on entend ici et là dans la bouche de certains objecteurs de croissance. Tous ces arguments anti-croissance, tous aussi respectables les uns que les autres, souffrent néanmoins d'un grave défaut, ils sont subjectifs. C'est-à-dire que n'importe qui peut prétendre le contraire, et n'importe qui peut prétendre qu'il n'existe aucun moyen de déterminer qui a raison et qui a tort. Il existe par contre des critiques objectives. Des critiques objectives qui peuvent être plus difficilement contredites, ou tout au moins dont la contradiction peut être traitée à l'aide d'arguments rationnels. Ces critiques objectives, que je développerai abondamment dans mes chroniques vidéo, sont celles-ci. La croissance a voulu domestiquer la physique, mais c'est un échec. Impasse physique. La croissance a voulu faire du bénéfice d'exploitation au cours de son processus de production, mais elle génère du déficit. Impasse comptable. La croissance a voulu créer un instrument magique pour échanger les biens, la monnaie, mais cet instrument, aujourd'hui, est au bord de l'implosion, impasse financière. La croissance a voulu améliorer la santé de l'homme, mais en réalité, elle l'a dégradée, impasse sanitaire. La croissance a voulu installer un système durable de production alimentaire, afin de pouvoir nourrir 10 milliards, voire plus, d'individus. Mais la faillite de ce système est toute proche, impasse alimentaire. La croissance a voulu développer l'esprit humain, mais au contraire, elle a provoqué une régression de sa capacité de réflexion, impasse culturelle. La croissance, enfin, a voulu mettre fin à l'histoire, mais au contraire, elle a installé une situation pré-révolutionnaire, impasse politique.
Alors après ce thème de la critique radicale de la croissance, j'aborderai un troisième thème qui est la critique du capitalisme. Ces chroniques traiteront de la consubstantialité de la croissance et du capitalisme, leur liaison étroite. Au cours de ces chroniques, je m'efforcerai d'expliquer et de démontrer que le capitalisme, c'est le fait générateur essentiel de la croissance et qu'il est l'activateur principal de sa durabilité. Ce qui, du coup, identifiera ma critique radicale du capitalisme à une critique radicale de la croissance. Capitalisme, terme amplement polysémique et galvaudé, mais dont je proposerai une définition claire et exhaustive afin de bien fixer les idées et éviter les dialogues de sourds sur ce sujet particulièrement compliqué. Ayant ainsi défini les véritables fondements du capitalisme, j'exposerai les moyens de rompre pacifiquement et légalement avec lui. Quatrième thème ensuite, la promotion de la démocratie directe. De même que le capitalisme est consubstantiel de la croissance, l'oligocratie, ou si l'on préfère la démocratie représentative, est consubstantielle du capitalisme. Le système de la démocratie représentative est consubstantiel du capitalisme. La constatation de cette homothétie, de cette similitude, m'amènera à expliquer que le capitalisme ne peut s'exprimer politiquement qu'à travers un système qui réserve le pouvoir de fabriquer les lois, c'est-à-dire plus globalement toutes les règles coercitives, qui réserve ce pouvoir à un groupe restreint, une minorité de personnes représentatives de la caste des marchands, et pas de l'ensemble des citoyens. Suivant le même schéma méthodologique que pour le capitalisme, j'exposerai les moyens de rompre pacifiquement et légalement avec l'oligocratie et d'établir une vraie démocratie, la démocratie directe. Cinquième thème enfin, la promotion du programme pour une société de la précroissance. L'inéluctabilité de la survenue de la décroissance, dont j'ai parlé tout à l'heure, débouche mécaniquement sur une société de la précroissance. Pour gérer de façon optimale cette société contrainte, je proposerai un programme, celui du Parti pour la précroissance. Mais je prendrai soin de bien expliquer que ce programme ne s'adresse qu'à des citoyens déjà convaincus au préalable de l'inéluctabilité de la décroissance ou de la non-durabilité de la croissance, c'est-à-dire des citoyens ayant déjà été convaincus par les argumentations développées dans les 4 thèmes précédents. De ce point de vue, ce programme pour une société de la précroissance n'a pas pour objectif de chercher à convaincre, mais de proposer un schéma de travail pour la construction d'un déclin au préalable considéré comme acquis. Je m'efforcerai de montrer que ce programme est un programme global et complet de révision du corpus législatif, c'est-à-dire de la Constitution et des codes juridiques. J'expliquerai en quoi ce programme pour une société de la précroissance est différent des habituels programmes politiciens dans la mesure où il n'est pas constitué d'un catalogue de mesures particulières pouvant être incorporées ici ou là au sein du système actuel, mais que, à l'instar de la critique globale de la croissance, il est un ensemble indissociable devant être considéré et débattu comme un tout. J'expliquerai également que ce programme propose notamment un train de mesures législatives empêchant le capitalisme d'exister. Plus exactement, une série d'abrogations de lois et de règlements qui lui ont permis au capitalisme de naître, de se développer et d'engendrer la croissance. En bref, je
m'efforcerai de montrer que ce programme permet de sortir radicalement et définitivement du capitalisme en rompant légalement avec lui. Enfin, tout au long de ces vidéos, je développerai une conception nouvelle de l'action politique, celle que je dénomme la juste analyse. À ceux qui m'objecteront que mon discours est trop extrémiste ou utopique et qu'il ne passera jamais, objection formulée soit par des gens tentés de me soutenir mais freinés par ce pronostic de faible audience, soit formulée par des détracteurs qui utiliseront ce qualificatif utopique comme une marque de mépris. Je répondrai à ces objecteurs, à ces contradicteurs, que ma conception de la politique n'a rien à voir avec le marketing, mais qu'elle est guidée par la recherche permanente de la juste analyse, et que de ce fait, mon éventuel succès ne sera pas à rechercher dans un indice d'audience ponctuel, mais dans ma capacité à ne pas être mise en défaut dans mon argumentation par aucune critique argumentée et de bonne foi. Je répondrai également que, contrairement à l'apparence, contrairement aux apparences, l'utopie n'est pas de mon côté, mais plutôt du côté de ceux qui considèrent que le système actuel peut durer encore longtemps, voire très longtemps.